Merci d'avoir lancé cet après-midi. On va vous proposer donc 2 tables rondes que je vais animer. Nous avons donc préparé en collaboration avec le major Bruno Rode qui va se présenter tout à l'heure et Franck Etève, chef d'établissement à Saint-Jean-de-Luz, cette table ronde. Donc, premier thème, la préparation de la visite de la commission de sécurité. Alors, je vous laisse vous présenter, d'accord ? Donc, Franck Etève, chef d'établissement à Saint-Jean-de-Luz, une école avec 450 élèves. 2 bâtiments séparés de 8 mètres, donc c'est important dans les propos que l'on va avoir dans quelques minutes. J'ai été aussi chef d'établissement de 2000 à 2006 d'une école de 2 classes. Et comme j'ai bonne mémoire, je sais aussi les difficultés qu'on peut rencontrer, notamment par rapport à la sécurité et aux visites qui ne se font pas sur ces 5e catégories. On le verra tout à l'heure. Major Rode. Donc, bonjour à tous, je me présente, je suis le Major Rode. Donc, j'ai 48 ans, ça fait 27 ans que je sers à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Effectivement. Donc, pour vous situer mon poste actuel, je me trouve à l'étage intermédiaire de la pyramide. Donc, je travaille à l'état-major du groupement d'incendie, qui est situé juste ici, de l'autre côté du parvis, sur le site de Courbevoie. Et avant d'arriver à ce poste que j'occupe maintenant depuis 3 ans, moi j'étais tout en bas au niveau des unités d'incendie où j'ai pratiqué donc l'exercice des commissions de sécurité pendant 8 ans sur le secteur de la 28e compagnie qui comprend 5 communes, ce qui représente un bassin d'environ 450 000 habitants. Voilà, donc j'ai fait ça pendant 8 ans et maintenant que je suis à l'état-major de groupement, je conseille ceux qui réalisent ces commissions sur le terrain. Particularité chez nous, parce que la brigade, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Déjà, on n'est pas un service départemental, mais on est interdépartemental. Ce n'est pas un seul département, mais 4, le 75 plus la petite couronne. Et autre grosse particularité, nous sommes des pompiers militaires. Donc on a un mode de fonctionnement qui est complètement différent des SDIS que certains d'entre vous sont amenés à côtoyer partout ailleurs en France. Donc voilà. D'accord. Alors, tout simplement, en première question, Major, quels sont les objectifs d'une commission de sécurité ? Quels sont les objectifs d'une commission de sécurité ? Existe-t-il différents types de commissions de sécurité ? Pour quel type d'établissement ? Alors vous avez en face de vous des établissements, des représentants des établissements scolaires. Donc c'est une certaine catégorie d'établissements. Donc voilà, les objectifs, les types et puis des périodicités peut-être. Il y a plein de choses. Il y a beaucoup de choses dans tout ça. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une commission, c'est une instance qui est diligentée par le maire qui a le pouvoir de police administrative sur sa commune pour aller vérifier le niveau de sécurité d'un ERP, quel que soit le type et la catégorie de cet ERP, hormis les 5e catégories qu'on évoquera tout à l'heure. Donc effectivement, il existe plusieurs types de commissions de sécurité. Vous avez ce qu'on appelle les visites périodiques qui se font tous les 3 ou 5 ans en fonction du type et de la catégorie de l'ERP. Vous avez ensuite tout ce qui est visite d'ouverture et de réception de travaux. Et un dernier cas qui est un peu exceptionnel, qui sont les visites inopinées. Alors une visite inopinée, on en fait très peu. C'est lorsque il vient aux oreilles du maire qu'il y aurait quelques manquements dans un établissement. Vous voyez, donc on est amené à aller le contrôler de façon inopinée pour sonder à l'instant T ce qu'il en est. Donc c'est quelque chose qui reste relativement exceptionnel. Donc à retenir dans le courant, les visites périodiques tous les 3 ou 5 ans et les visites de réception de travaux ou d'ouverture quand l'établissement ouvre ou réouvre après 10 mois de travaux. Ah oui, le micro, si possible, plus près. Excusez-moi. Alors, vous nous disiez que les 5e catégories n'étaient pas soumises à visite de la commission de sécurité. Est-ce que cela veut dire... est-ce que, du coup, le chef d'établissement est exonéré de la vérification des installations, de la maintenance de son établissement ou autre ? Alors, pas du tout. Alors, effectivement, les textes sont très précis. Seuls les établissements de 1re à 4e catégorie sont visités par la commission de sécurité, plus les 5e catégories avec les locaux à sommeil. En d'autres termes, tous les petits hôtels. Pour faire court, c'est à peu près ça. Maintenant, si vous êtes responsable d'un établissement de 5e catégorie sans locaux à sommeil, une école qui est sous le seuil d'assujettissement, une crèche, un petit établissement, pour autant, il y a quand même des règles à respecter qui sont écrites dans un bouquin forcément qui n'a pas tout à fait la même épaisseur, parce que c'est celui-ci. Et ce n'est pas parce que vous n'êtes pas contrôlé que vous n'êtes pas responsable.
la responsabilité, elle est engagée tout autant. Seulement, le contrôle ne se fait pas pour une raison toute simple. C'est que les établissements de 5e catégorie, ce qu'on appelle le 2e groupe, c'est plus de la moitié des ERP, d'une manière générale. Il suffit de remonter une rue pour s'apercevoir du nombre de petits commerces qu'on peut trouver. Il est évident qu'on n'a pas les moyens d'aller contrôler tous les petits établissements. C'est pour ça que le choix a été fait de ne pas contrôler les 5e catégories sans locaux à sommeil. Mais pour autant, vous êtes redevable d'une réglementation et vous assumez la pleine et entière responsabilité, même s'il y a absence de contrôle réglementaire. Petite parenthèse, il faut aussi savoir que si dans une commune, le maire souhaite visiter tous les 5e catégories de sa commune, parce que c'est réalisable, parce que la commune est petite, il a tout loisir de le faire. C'est le maire qui diligente le passage d'une commission et nous, on obéit à une convocation. Et à l'issue de notre passage, on émet un avis qui est consultatif. C'est ce qui est marqué là. Donc on nous consulte, on donne un avis qui est en général favorable ou défavorable, parfois différé, je pense qu'on en parlera un petit peu après. Ça aussi, c'est un cas particulier. D'accord. Alors on parle du maire, on parle de votre intervention également, mais qui compose une commission de sécurité ? Alors là aussi, vous avez un texte national qui statue sur le rôle des commissions. Alors il y a plusieurs niveaux de commissions. La commission centrale, elle a été abrogée, elle n'existe plus depuis quelques années. Vous avez des commissions départementales, ensuite des commissions d'arrondissement et ensuite des commissions communales. Cette organisation-là, elle est propre à chaque département, en fait. Donc vous devez vous renseigner auprès de votre SDIS pour connaître cette organisation. Il faut savoir que chaque service départemental d'incendie et de secours, avec la préfecture, sort un arrêté préfectoral. Et c'est cet arrêté préfectoral qui fixe la composition des différentes commissions et leur rôle, leur niveau de compétence, pardon. Si on prend un exemple, à la brigade, donc il y a 4 départements. Le 75, qui est Paris, a un mode de fonctionnement très particulier parce que c'est Paris, forcément. Donc il n'y a pas de commission de sécurité à Paris, mais des groupes de visite, donc c'est particulier. Vous avez un arrêté préfectoral qui statue sur les commissions de sécurité dans le 92, un dans le 93, un dans le 94. Personnellement, je fais des commissions de sécurité dans le 92 et dans le 94. Il y a des subtilités, et dans la composition, et dans le niveau de compétence. Donc je ne peux pas vous donner une réponse globale. Il faut que chacun se rapproche de sa préfecture pour connaître exactement de quoi est composée la commission et quel va être son niveau de compétence. Mais d'une manière générale, les commissions départementales statuent sur les commissions de sécurité qui concernent les premières catégories, donc les très gros établissements à plus de 1500 personnes, c'est très souvent comme ça. Et donc la communale s'occupe des autres. Voilà mais il y a quand même des nuances qu'il faut maîtriser et qu'il faut connaître et qui sont propres à chaque département. D'accord. Et sur votre département, du coup, Monsieur Etève, une commission de sécurité, elle est composée... Alors, sur le département, elle est composée de la police, de membres de la municipalité, des pompiers. Et puis, moi, j'aime bien être à côté de mon président d'OGEC ou de son représentant, et puis de l'association propriétaire. D'accord. Pas de représentant des associations d'accessibilité ? Non. D'accord. Il n'y a plus ? Alors, l'accessibilité, c'est en parallèle. Mais l'accessibilité n'est pas traitée dans les procès-verbaux qui statuent sur la commission de sécurité. C'est déjà parce que nous, en tant que pompiers, on n'a pas de compétences, on n'a pas de formation pour statuer sur l'accessibilité, donc on se gardera bien de donner un avis. Et ça, c'est du ressort de la préfecture. D'accord. Par contre, vous regardez ce qui est prévu en termes d'évacuation des personnes en situation de handicap. Là, vous avez votre Alors effectivement, votre... depuis cette nouvelle loi qui est censée rendre accessible tous les endroits de quelque bâtiment que ce soit, quelque forme de handicap que ce soit, ils ont modifié ce qu'on appelle l'article GN8. Et cet article GN8, il vous donne 2 possibilités. Soit l'évacuation immédiate, c'est-à-dire ce qu'on a toujours tous connu, c'est-à-dire que j'ai un départ de feu, je fais en sorte de pouvoir faire évacuer tout le monde avant l'arrivée des pompiers. Et il donne aussi la possibilité d'une évacuation différée. Donc il y a plusieurs possibilités, dont les fameux espaces d'attente sécurisés dont vous avez sûrement entendu parler, qui consiste à mettre la personne en situation de handicap dans un endroit sécurisé qui répond à certains critères, entre autres être coupe-feu 1 heure, avec une porte munie d'un ferme-porte, avoir de quoi se manifester, c'est-à-dire un interphone ou être vu depuis une fenêtre, un extincteur et un bloc d'éclairage de sécurité. Donc vous avez ces deux possibilités, l'évacuation différée ou l'évacuation immédiate par l'entraide humaine. Il faut savoir que nous, dans notre culture pompier, on n'est pas très évacuation différée en fait. On est plus pour l'évacuation immédiate, mais on peut aussi comprendre qu'il y a des fois, pour
tout un tas de raisons architecturales et aussi en fonction de certaines formes de handicap, c'est pas possible. C'est pour ça qu'il y a d'autres propositions. Mais d'une manière générale, on est beaucoup plus favorable et on incite les gens, quand c'est possible, à tout faire pour procéder à une évacuation immédiate. Et ça veut dire que pour vous, dans vos consignes de sécurité, c'est quelque chose qui doit être clairement notifié. Alors que quand on ouvre le registre de sécurité, théoriquement, il y a un endroit où on trouve vos consignes de sécurité. À cet endroit-là, on regarde si à un moment vous évoquez cette notion de personne en situation de handicap. Et on ne parle plus de personnes à mobilité réduite, hein, ça prend les handicaps dans la globalité, que ce soit les malentendants, les malvoyants. Donc voilà le principe. Juste sur les types de visites de commission de sécurité, après certains travaux, on aura une visite de commission de sécurité. Donc, quel type de travaux sont soumis à la visite de commission de sécurité? Alors, on va essayer de faire simple. Tout ce qui va être travaux de maintien en condition et d'embellissement ne justifie pas le dépôt d'un dossier et le passage d'une commission. Il est évident que si vous repeignez, si vous embellissez, ça ne va pas jouer sur le niveau de sécurité du bâtiment. Par contre, dès lors que vous entreprenez des travaux, je dirais, un peu conséquents, qui peuvent jouer sur la structure du bâtiment, sa distribution, ou qui touchent de près ou de loin les installations techniques et de sécurité, là, obligatoirement, vous êtes obligé déjà, dans un premier temps, de faire un dépôt de dossier en mairie. Et ça, c'est quel que soit, à mon avis, je n'ai pas l'expérience dans tous les départements, mais je pense que tout le monde fonctionne de la même façon. C'est dépôt de dossier en mairie. Ce dépôt de dossier, il est étudié par les autorités compétentes, qui, chacune d'entre elles, émettent un avis qui est centralisé en préfecture et il en ressort un procès-verbal. Alors sur Paris, on appelle ça un procès-verbal de sous-commission départementale qui statue sur oui, vous avez le droit de faire les travaux en respectant ça, ça et ça, ou non, on n'a pas pu se prononcer, redéposez-nous un nouveau dossier. Et d'une fois que ces travaux sont faits, alors je parle pour l'instant que du premier groupe, hein, les 5e 4, c'est encore particulier. D'une fois que ces travaux sont faits, il revient donc à la maîtrise d'ouvrage et au maître d'œuvre d'aller toquer à la porte de la mairie en disant « c'est bon, les travaux sont finis, on est prêt, vous pouvez déclencher le passage de la commission ». Et là, la commission se déplace pour réceptionner les travaux. Si les travaux, à peu de choses près, touchent la visite périodique, eh ben on fait les deux en même temps. On fait et la réception et la visite périodique. Sinon, on peut se contenter de ne faire que la réception. D'accord. Franck Etève, vous êtes donc chef d'établissement. Vous, en tant que chef d'établissement, comment vivez-vous la visite de la commission de sécurité? Est-ce qu'il y a des craintes? Est-ce compliqué à organiser? Comment vivez-vous cette visite? Alors, je veux dire maintenant beaucoup mieux, parce que 18 ans d'expérience, mais c'est vrai qu'au début, on a un petit peu l'impression d'être devant un tribunal, ce qui n'est pas le cas, bien entendu, mais c'est le ressenti qu'on peut avoir. Sans vous offenser, Major, j'ai même parfois l'impression que c'est l'URSSAF qui débarque. C'est-à-dire, on se dit toujours, ils vont bien nous trouver quelque chose. Voilà. Ça c'est au début. Après, évidemment, on comprend aisément qu'on poursuit le même but, c'est-à-dire de sécuriser les gens que l'on accueille. Et maintenant, les craintes sont largement dissipées et c'est beaucoup plus un partenaire. Et malgré les erreurs qu'on peut commettre, vous évoquiez la question des travaux, il n'y a pas si longtemps que ça, nous avons eu la riche idée de changer la chaudière de l'établissement pour passer du fioul au gaz. Et puis, lors de la visite de la commission de sécurité, le pompier me dit « Mais votre chaudière, monsieur, je ne la reconnais pas, donc il va falloir mettre ça en conformité, etc. etc. » Voilà, donc j'invite les chefs d'établissement et les OGEC à être très, très attentifs aux moindres travaux, parce que ça va dépendre aussi du pompier s'il est plus ou moins pointilleux. Donc, même faire tomber une cloison d'une toilette pour agrandir, ça peut avoir quelques conséquences. Deuxième anecdote, il y a quelques années, on a grandi juste une salle qui existait et on installe les enfants pour la sieste en entresol. Et même chose, visite de la commission de sécurité. Vous ne pouvez pas mettre plus de 19 enfants, il y en avait 50. Voilà, donc un avis réservé, avis favorable mais réservé, avec des préconisations. Donc en direct, il me demande que comptez-vous faire. Donc voilà, j'ai dit on va mettre que 19 enfants parce que c'est ça qui est autorisé. Et puis je mettrai en place une surveillance de ces enfants, les autres qui dormaient à côté, sur un autre espace. Et puis, quelques jours après, une visite de la police qui venait vérifier que tout avait été mis tel que préconisé lors de nos échanges. Voilà, donc c'est normal, mais en même temps, bon, ça peut parfois remuer un petit peu. Il n'y a pas eu de sanction. Il n'y a pas eu de sanction dans la mesure où j'avais pu le respecter. Je pense que s'il y avait eu plus de 19 enfants, la fermeture administrative n'était pas très loin. Voilà. D'accord. Vous vous faites accompagner pour préparer cette visite?
Alors, au sein de l'établissement? Évidemment, dans la préparation, il y a tout ce qui est contrat de maintenance, de contrôle qu'il faut mettre en place, bien entendu, avec les organismes agréés. La gestion de tout ce qui est outils. Et on a vu ce matin qu'avec EasyBati, on va avoir un outil qui va devenir, je l'espère, indispensable partout. Donc une fois qu'on a renseigné tout ça, il faut bien entendu, je crois, préparer cette visite en prenant déjà les documents de la visite précédente, savoir où on en est, et puis travailler avec son OGEC et son association propriétaire pour pouvoir préparer cette visite. Et ensuite, c'est aussi un grand temps de préparation avec les communautés éducatives et les enfants, puisque évidemment, on fait les exercices régulièrement. Et c'est penser aussi à ce que les documents pour l'évacuation puissent être accessibles à tous. On a un certain nombre de bénévoles qui peuvent intervenir, de parents d'élèves, et il faut mettre à la connaissance de tous, parce que parfois on oublie. On a pensé à tout le monde, sauf au président d'OGEC qui a son bureau et qui, lors de l'évacuation, ne sort pas. Voilà. Donc il y a 2-3 moments comme ça où l'on peut ajuster. Et une fois qu'on est prêt, évidemment, vous pouvez toujours trouver quelque chose, mais en général, c'est assez sécurisant de faire ça. On donne toutes les consignes pour le jour de la visite. Par exemple, ne pas bloquer les portes, coupe-feu avec un bloc de cahiers, ne pas mettre une table derrière la porte de sortie d'évacuation, etc., etc. Mais bien entendu, le jour J, vous avez toujours un enseignant qui a oublié. Donc c'est le moment de quelques échanges de regards complices. Avant le jour J, la préparation, c'est quoi? C'est au niveau administratif, vous préparez toute une liste de papiers. Quand vous me disiez par rapport à la visite de la commission de sécurité précédente, donc j'imagine que vous parlez du PV que vous aviez reçu. Est-ce que c'est important alors là, que ce soit le major ou vous-même, Franck, d'aborder le sujet. Voilà. Est-ce qu'on regarde 3 jours avant le dernier PV de la commission de sécurité? Est-ce qu'il y a sûrement des prescriptions, des observations qui ont été notées? Est-ce que c'est un des critères importants pour préparer la visite? Est-ce qu'il y a d'autres documents à préparer, autre chose à voir? Donc, en fait, effectivement, alors déjà, pour rebondir sur vos propos, une commission, alors c'est quelque chose de très subjectif, puisqu'elle est composée d'êtres humains et chacun a sa sensibilité personnelle. Donc vous avez des préventionnistes qui sont très durs, d'autres qui sont très souples, et beaucoup qui se trouvent entre ces deux limites droite et ces limites gauche. Mais d'une manière générale, il ne faut pas nous percevoir comme le père Fouettard qui arrive pour punir. Moi, si tout est parfait et s'il n'y a rien à dire, quand il n'y a rien à dire, on ne dit rien. C'est encore la meilleure des choses, quoi. Donc on ne vient pas pour mettre de l'avis défavorable, pour le principe de mettre de l'avis défavorable, pour une simple et bonne raison, déjà, c'est que c'est un non-sens. Et la deuxième, c'est que ça nous oblige à repasser. Et croyez-moi, ici, on en fait suffisamment sans refaire tous les établissements 2 fois. Donc ce n'est pas du tout l'esprit. Il faut plutôt percevoir la commission, comme vous avez parlé de partenaires. C'est effectivement ça. On a, au-delà du rôle répressif qu'on peut avoir potentiellement, parce que c'est aussi quelque chose qu'on peut avoir, on est surtout là pour faire de la pédagogie et expliquer aux gens tous les termes barbares qui sont dans ces beaux livres bleus, qu'est-ce que ça veut dire en français dans le texte. Donc il ne faut rien nous cacher, ce n'est pas du tout l'intérêt, parce que bien souvent, on trouve. Voilà. Si je lis le précédent, avant de venir à une commission, on la prépare, nous. C'est-à-dire que je vais prendre en compte le procès-verbal qui a été établi par un de mes collègues quelques années avant. Si je vois chaufferie au fioul, je le sais qu'elle est au fioul. Quand je visite, que je vois que c'est une au gaz, je sais qu'elle a été changée. Du coup, la première question, c'est avez-vous fait un dépôt de dossier? Oui, non. Avez-vous réceptionné les travaux? Oui, non. Donc on ne cherche pas longtemps, c'est pas très compliqué quand on connaît les failles. Donc voilà, il faut vraiment nous voir plus comme effectivement un partenaire, pas hésiter à nous poser des questions, parce que c'est vrai que le règlement, il est très bien écrit, mais ça reste des textes de loi, c'est interprétable, c'est pas toujours facile de compréhension. Et pour répondre à la deuxième question, effectivement, d'une fois que le procès verbal il est établi, il y a plein de prescriptions que vous pouvez lever instantanément. Quand on vous dit interdire tout stockage dans la circulation et dans les cages d'escalier, ça prend 1 heure, 2 heures, une demi-journée, mais ça peut être fait dans la journée. Par contre, quand on vous demande de déposer un dossier de régularisation, là, forcément, ça prend beaucoup plus de temps. Donc, il y a certaines choses qui peuvent être faites immédiatement, d'autres qui demandent plus de temps. Par contre, dans les 2 cas, il faut le faire tout de suite après avoir le passage de la commission. Parce que si on laisse passer du temps, du coup, on oublie. Et après, on se dit, mais pourquoi il m'a demandé ça, le pompier? Je ne comprends pas le sens de la prescription. Hop, tout ça, ça meurt de sa belle mort.
Et quand la commission suivante vient, c'est pas levé, personne ne comprend pourquoi. Donc effectivement, il faut battre le fer tant qu'il est chaud et lever les prescriptions qu'on peut tout de suite. Ça, c'est vrai que je suis absolument d'accord. Et c'est vrai qu'avec les outils qu'on a vus ce matin, ça va nous permettre aussi d'avoir des alertes, puisqu'on aura tout paramétré dans EasyBati. Je prends un exemple concret. Je crois que sur la dernière visite, le pompier déclenche la trappe de désenfumage qui ne s'ouvre pas. Voilà. Donc on avait parmi évidemment les préconisations, la remettre en état, alors qu'elle l'était 2 jours avant, on l'avait testé, mais le jour J, ça n'a pas marché. Et ça, on l'a fait immédiatement, ce qui a permis de le faire attester par les professionnels et d'envoyer rapidement le document pour au moins faire lever cette donnée-là. D'accord. Donc là, on l'a préparé, la visite. Le jour J, comment se déroule en règle générale? Alors peut-être que si elle n'est pas composée tout le temps de la même manière d'un département à l'autre, mais j'imagine que le déroulement d'une visite de commission de sécurité, voilà, c'est sensiblement la même chose. Comment est-ce que ça se déroule? Est-ce qu'il y a des points particuliers d'attention, sur lesquels vous êtes intransigeant, j'imagine, mais vous attachez une attention particulière à certains points? Alors effectivement, quelle que soit la nature de la composition, qu'il y ait la présence de la police ou pas, par exemple, puisque vous l'avez évoqué, c'est vrai chez vous, ça va être vrai pour certains types de commissions dans le 92 et pas dans le 94, bref. Quelle que soit la composition de la commission, le déroulement, il est invariable. On va dire que ça se fait en 3 ou 4 temps, selon comment on l'interprète. Le premier temps, c'est le contrôle de la documentation. On commence toujours par ça. Ensuite, on fait la visite. En même temps qu'on fait la visite, on fait les essais. Et d'une fois que tout ça s'est fait, la commission se réunit, uniquement les membres de la commission. Donc la police, si elle est là, le représentant de l'élu, le pompier, et puis le membre de la commune qui lui représente la préfecture. Voilà. On se réunit, on délibère, on rédige le procès verbal et ensuite on vous le notifie de façon orale. Et après, il vous arrive soit par lettre avec accusé de réception, soit remis en main propre par les services de la police municipale, ou, voilà, selon les communes. Donc on commence toujours par le contrôle de la documentation. Et c'est ce qui donne le là d'emblée d'une commission. Le registre surtout ? Alors le registre en soi, il a pas une grande valeur parce que le registre, il atteste juste du passage des techniciens compétents et des organismes agréés. Société un tel, venu tel jour, telle heure. Mais ça ne me dit pas ce qu'il a fait et ça ne me donne pas les résultats de ce qu'il a fait. Ce qu'il nous faut, c'est l'attestation. On parle d'attestation quand c'est un technicien compétent et on parle de rapport quand c'est un organisme agréé. Ce qu'il nous faut, c'est ces rapports-là et ces attestations. Le registre, on va y jeter un coup d'œil pour voir s'il est tenu à jour. Ça nous permet effectivement de voir que la date colle bien avec l'attestation ou le rapport concerné. Mais il n'y a pas de résultat sur un registre de sécurité. Pour vous, on va y trouver par contre souvent le résultat de vos exercices d'évacuation. Le fameux article R33, 2 par an, le premier devant avoir lieu dans le mois qui suit la rentrée. Voilà. Donc le registre, c'est une chose, mais après, ce qu'on épluche beaucoup, c'est les attestations et les rapports. Et c'est pour ça que pour vous, c'est important, quand vous mandatez un organisme agréé pour faire un rapport, par exemple, sur la vérification des installations électriques, sur la quinquennale ascenseur, sur la triennale du SSI de catégorie A ou B, sur la triennale du désenfumage, en fonction de la taille de l'importance de vos établissements. Quand vous avez ce rapport, il faut le lire. Souvent, les gens le font, se disent « Ouf, c'est bon, couvert, je le présenterai à la commission. » Et le premier qui le découvre, c'est moi. Et là, on tourne les pages, des observations, des faux copier-coller, plein d'erreurs. Donc, on se pensait être bien et au final, on découvre le jour de la commission qu'on n'est pas si bien que ça, quoi. Donc ces PV-là, ces rapports, il faut les prendre, il faut les lire et pas hésiter à appeler les bureaux de contrôle quand vous ne comprenez pas ou quand vous trouvez effectivement qu'il y a quelque chose qui ne colle pas, quoi. Donc ça, c'est très important. Et c'est souvent qu'on le remarque. On a bien tous les rapports, tout est bien aligné là, mais personne n'en a vraiment pris connaissance. Et l'idéal, voilà, c'est de les avoir lus, de dire, ben voilà, dans ce rapport, ils nous ont fait état de telle et telle observation, voici ce qui a été levé, voici ce qui est en cours et voici ce qu'on fera demain. Voilà. Des fois, on découvre des rapports d'installation électrique, parce que c'est souvent ce qui est le plus complexe, avec 80 ou 100 observations. Vous vous doutez bien qu'on se pose une question sur le niveau de l'installation électrique de l'établissement, quoi. Franck, est-ce qu'il y a eu des fois des visites plus compliquées ou maintenant, justement, c'est dans les habitudes? Je voulais revoir aussi la sensibilisation des personnes, des équipes. Parce que vous, bien sûr, vous êtes
prêt à chaque fois, vous avez conscience et vous préparez bien en amont cette commission. Et au jour le jour, j'imagine que c'est de toute façon un entretien des installations. Mais est-ce compliqué aussi de sensibiliser les équipes, les enseignants sur la sécurité, sur effectivement, là tout à l'heure on parlait peut-être de portes qu'on entraverait par une cale ou autre. Est-ce que c'est parce que c'est simple, parce que c'est facile comme ça, les élèves passent plus vite? Est-ce que c'est compliqué d'entretenir une culture de la sécurité comme ça avec les enseignants ou... La pédagogie, c'est la répétition, y compris et surtout avec les profs, donc il faut le faire très régulièrement. Compliqué, non, mais c'est de l'éducation en permanence. Et puis surtout, essayer de penser à tout, notamment avoir au moins 2 personnes ressources, donc là des collègues profs, qui peuvent vous suppléer en cas d'absence. Aujourd'hui, je suis ici, donc je ne suis pas dans mon établissement. Et il faut qu'une ou 2 personnes soient au courant de ce qui se passe. La chance que j'ai, c'est que j'ai un salarié que je partage avec le collège à mi-temps qui s'occupe de toute la partie sécurité, et notamment incendie. C'est un ancien militaire. Voilà, je vous invite à embaucher les anciens militaires, ça fonctionne très très bien. Donc je suis dans un très très grand confort, mais comme je vous l'ai dit précédemment, dans l'établissement plus petit, ça n'était pas le cas. Donc je dirais que c'est de la régularité et il faut que les enfants également soient tout à fait au courant du fonctionnement pour que notamment les exercices se passent dans le calme et que le jour J, lorsque le pompier déclenche l'alarme en ayant coupé l'électricité, il puisse constater que ça sort en 2 minutes. Les exercices se passent bien en règle générale ? Oui, c'est vraiment entré dans le fonctionnement de nos établissements, alors que c'est plus tendu, peut-être on le verra tout à l'heure avec le PPMS. Mais là aujourd'hui c'est tout à fait changer les scénarios un petit peu ou... Alors oui, on se met un peu dans la difficulté, notamment des exercices au moment où les plus jeunes font la sieste, par exemple. Donc on change les horaires, les scénarios, bien sûr. Mais parfois, j'avoue qu'on essaie de trouver un jour où il ne pleut pas. Et vous le savez, au Pays Basque, il pleut plus qu'à Brest. Donc, Brest, comme par hasard. Bien sûr, comme par hasard. Pour la sensibilisation... Enfin, lorsque vous faites une visite de commission de sécurité, Major, est-ce que vous attachez de l'importance justement à la formation des acteurs? On parle en sécurité incendie de la formation équipier de première intervention. Est-ce que c'est un critère très important pour vous que dans une équipe éducative, chacun aille en formation? Alors la régularité, je ne sais... elle n'est pas forcément imposée, mais est-ce que vous attachez de l'importance à ce que tout le monde aille de temps en temps en formation ou que le chef d'établissement informe dans le cadre de certaines réunions les acteurs ? Alors, je ne serai pas affirmatif, mais je ne pense pas qu'il y ait texte de loi qui oblige l'ensemble des personnels de l'éducation nationale à participer à une formation telle qu'elle soit. On peut être formé à plein de choses dans la sécurité. Être formé à l'exploitation du SSI, être formé aux gestes qui sauvent. Il y a plein de formations, mais comme vous l'avez très bien dit, l'essentiel, c'est d'arriver à sensibiliser les gens. Et si vous l'avez bien dit aussi, la pédagogie, c'est la répétition. Si on fait des exercices, alors on n'en fait que 2 par an, mais souvent on en voit 3 d'ailleurs. Hein. On en voit plus souvent 3 que 2. C'est à force d'habitude que les gens finiront par bien réagir le jour où, hélas, il se passera quelque chose. Et force est de constater que la dernière fois que vous avez entendu d'un incendie majeur dans une école, c'était quand ? C'était jamais, quoi. Preuve que ce système, il fonctionne. C'est-à-dire que l'association commission de sécurité, sensibilisation, prise en compte de la sécurité incendie par les responsables des établissements, ça marche. Ça marche puisqu'on n'a plus de problème avec le public dans les établissements qui reçoivent du public. Cas particulier de ceux qui disposent de locaux à sommeil, parce que la problématique est tout à fait différente, vous l'aurez compris. Mais voilà, il faut sensibiliser les gens, les entraîner à faire des exercices, et à partir du moment où ça c'est acquis, vous aurez fait votre part de travail le jour où, hélas, il se produira quelque chose dans votre établissement. Et puis ça peut arriver vite, il n'y a pas si longtemps dans mon établissement, sur la partie maternelle, alors que matériel électrique tout flambant neuf, pas un début d'incendie, mais en tout cas une surchauffe du compteur qui a entraîné quand même une fonte du plastique au niveau des fusibles et une petite odeur âcre, évidemment au moment où on est 11h30 où tous les parents vont arriver. Voilà. Et finalement, le verdict, c'était des cosses mal serrées. Donc maintenant, dans l'établissement, nous faisons vérifier la thermie de tous nos compteurs électriques pour être sûr que... Et nous faisons évidemment resserrer toutes les cosses chaque fois.
Voilà, donc même quand tout va bien, quand tout est neuf, quand tout est contrôlé, on n'est pas à l'abri. Et j'ai pu vérifier que là, tout le monde avait eu évidemment les bons réflexes. Évacuation immédiate, juste à l'odeur. Et puis on a pu couper l'électricité et faire ce qu'il fallait. Les bons réflexes. Les réflexes sont pris. Donc on a refait ce système de l'alarme. Et en fait, le pompier a dit ah oui, mais tant que vous y êtes, on devait en avoir pour, je sais pas, 10 000 euros. Tant que vous y êtes, ce serait bien de refaire la buanderie coupe-feu et de mettre une porte coupe-feu à tel endroit, de refaire ci et faire ça. Et le coordinateur SSI a dit bah, là, vous êtes tombé sur un pompier qui veut vous refaire mettre le bâtiment intégralement en conformité. Et alors que dans la commission de sécurité, on parlait juste d'alarme et nous, on voulait juste refaire ces travaux sur l'alarme. Et de 10 000 euros, on est parti sur 40 000 euros de travaux. Et la question est, il y a un moment donné où s'arrête la loi, où commence la loi. Et le coordinateur SSI m'a dit, Madame, le pompier n'est pas dans son droit, et en même temps, c'est le pot de fer contre le pot de terre. Et si vous ne faites pas tous les travaux qu'il demande, vous n'aurez pas votre avis. Et du coup, qui, entre guillemets, contrôle ce qu'il faut faire ou pas, et si ce que vous préconisez, jusqu'où ça peut aller. Voilà, vous parlez. Et pareil, j'ai fait faire des devis pour les contrôles des éléments électriques. Sur 3 devis, il y en a un qui me disait chambre froide plus frigo. Et l'autre me disait non, que chambre froide. Et il y en a un autre qui me rajoutait les machines à laver. En fait, où ça s'arrête, où ça commence. Moi, j'ai fait des recherches sur les Gifrance, mais on ne peut pas y passer des heures. Et il n'y a pas un document qui dit précisément tout ce qu'il faut prendre. Parce que cette subjectivité, elle peut nous amener très loin, là, de 10 000 à 40 000 euros. Alors, je comprends tout à fait votre propos, mais je vais me permettre de le nuancer. La subjectivité, elle a ses limites. Le texte, il y a un texte. Le texte, on ne peut pas l'interpréter. Par contre, dans un texte, il y a toujours la lettre et l'esprit. Quand je parle de subjectivité, il y a des gens très pointilleux qui sont très proches de la lettre et d'autres qui sont un peu plus larges d'esprit, qui vont prendre l'esprit du texte. Donc entre les deux, elle est là, cette part de subjectivité. D'accord ? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en France, il n'y a pas de rétroactivité de la loi. Donc si vous devez changer votre SSI et votre équipement d'alarme, vous êtes redevable des nouvelles normes en ce qui concerne l'équipement d'alarme et le SSI et pas le reste de l'établissement. Donc on ne peut pas vous imposer une remise en conformité de l'ensemble de l'établissement sous prétexte que vous changez votre équipement d'alarme. Par contre, ce qui est intelligent en termes de conseil, c'est que si vous faites du passage de câble, si vous êtes amené à casser ceci, cela, c'est peut-être l'occasion, effectivement, de changer à l'occasion de ces travaux la porte ceci ou la cloison cela. Parce que c'est l'occasion de. Mais on ne peut pas vous dire, parce que vous changez le SSI, il faut changer la porte de la réserve. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. Par contre, si vous utilisez tel local en local réserve, il doit répondre aux conditions d'isolement. Donc, il doit avoir une porte coupe-feu une demi-heure avec un ferme-porte et un mur maçonné coupe-feu 1 heure. Donc, c'est deux prescriptions qui peuvent être, qui sont complètement dissociées. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais ce n'est pas le fait de changer l'équipement d'alarme, où on va vous dire, bah, vous changez votre équipement d'alarme, et puis en même temps, vous me ferez ci. Non, c'est deux choses différentes. C'est deux prescriptions. C'est un local qui ne répond pas aux conditions d'isolement et auquel il faut changer la porte, et l'équipement d'alarme qu'on vous demande de changer, je ne sais pour quelle raison. Et après, vous l'avez très bien dit, la source, c'est les Gifrance. Et comment ça se passe sur la plaque parisienne ? Mais moi, je vais vous le dire. Quand je vais au-delà de mes prérogatives et que je me trompe, bah, les gens, ils font quoi ? Ils appellent mes supérieurs. Ils appellent le bureau prévention. Ils disent, bah, je ne comprends pas, y a le pompier, il est passé, il m'a demandé ça, j'ai été fouillé dans les textes, je ne trouve pas. Et là, mon patron, il m'appelle, et soit il me donne raison, il me dit que j'ai bien travaillé, soit il me dit le contraire. Et c'est que je me suis trompé. Là aussi, il faut aussi bien comprendre qu'on se trompe des fois. Comme dit le proverbe, mais il n'y a que ceux qui font rien qui ne se trompent pas, quoi. Donc nous aussi, des fois, on se trompe. Mais s'il y a bien une chose aujourd'hui qui est rentrée, je pense, dans les mœurs de la majeure partie des commissions, c'est l'aspect économique. On est parfaitement au courant. Quand on vous dit « Yaka Faucon, faites ceci, faites cela », on sait que derrière, il y a une réalité économique qui se cache. Si demain, vous remplacez un SSI de catégorie A, on sait que c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros. On sait qu'un bloc d'éclairage de secours, c'est plus de 100 euros TTC posé, quoi. On le sait, ça. Donc,
on ne va pas au-delà de ce que nous autorise le texte. Et effectivement, vous avez aussi parfaitement le droit de contester quelque chose qui ne vous paraît pas juste. C'est complètement possible. J'ai répondu à vos questions ? On n'osera peut-être pas aller contre, c'est ça en fait. Non, mais je pense non, il faut pas hésiter. Hein. Je vous dis honnêtement, on peut effectivement s'être trompé, avoir été au-delà d'un texte, avoir demandé quelque chose qui finalement. Puis il y a aussi des choses qui seraient bien d'être faites parce que ça va dans le sens de l'amélioration de la sécurité, mais qui pour autant ne sont pas exigibles réglementairement. Vous voyez ce que je veux dire ? Et nous, on dit ça serait bien que ça soit comme ça, mais réglementairement, on ne peut pas l'imposer. Je vais vous donner un exemple encore tout frais de ce matin. Quand vous avez un espace d'attente sécurisé, vous avez des interphones. Je ne sais pas si vous voyez qui permettent à la personne de manifester sa présence. Ces interphones, il n'y a aucun texte qui vous dit qu'ils doivent être repris en amont de la coupure électrique. Ce n'est pas dit. C'est-à-dire que quand vous faites un essai, que vous faites la coupure, et que je veux utiliser mon interphone, ben, je n'ai plus d'interphone. Ben, personnellement, moi, c'est quelque chose que je propose. Le branchement en amont de la coupure. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui, à mon sens, est plein de bon sens et qui, financièrement, ne coûte pas une fortune. Mais vous pourriez très bien me dire, bah non, je ne le ferai pas parce que ce n'est pas exigible. Et vous auriez raison. J'aimerais qu'on reparle de quand nous, les chefs d'établissement, notamment dans le premier degré, on donne une nouvelle destination à une salle. C'est-à-dire qu'on va décider que cette année, pour des raisons d'effectifs, on va mettre des élèves de maternelle ici ou qu'on va mettre la salle de sieste là. Et je sais aussi que ça peut être compliqué, il peut y avoir des conséquences, notamment dans des salles où on l'oublie trop souvent, il y a une seule porte et on ne peut mettre que 19 enfants. Est-ce que vous pouvez évoquer ces deux éléments-là ? Quand vous changez l'affectation des salles, en soi, pour nous, c'est pas quelque chose d'extrêmement dérangeant. C'est si vous changez la distribution. Si vous changez la distribution de votre établissement, il faut penser à changer le plan d'intervention et le plan d'évacuation. Parce que nous, on s'en sert du plan d'intervention pour se guider dans les fumées. Et si effectivement ce qu'on constate avant de s'engager sous aérie dans la fumée ne correspond pas à la réalité, on a un peu de mal à s'y retrouver. Après, la problématique, vous la connaissez tous. À partir du moment où je n'ai qu'une seule issue dans une salle, je ne peux avoir que 19 personnes. Ça, c'est le texte. Et c'est pas subjectif, c'est pas interprétable. C'est 19 et pas un de plus, quoi. Mais non, à partir, même si demain, au lieu d'être une salle, c'est devenu une salle polyvalente, la salle polyvalente, elle devient un CDI. Alors là, par contre, ça devient subjectif. Ce que je vous dis n'engage que moi. Moi, personnellement, ça ne me fera pas d'état d'âme. Des gens peut-être plus puristes vous feront une prescription à ce sujet-là. Voilà. Là intervient la notion de subjectivité. D'accord. Ensuite, on a aussi découvert dans un nouveau bâtiment donc, de l'école élémentaire, on a tous les volets électriques. Donc pour les monter et les descendre, et on nous a fait installer, alors c'était prévu évidemment, les tiges mécaniques pour pouvoir les ouvrir à la main. Donc peut-être que vous pourriez expliquer le pourquoi. Alors effectivement, qui dit volet électrique dit alimentation électrique, et comme un volet électrique n'est pas une installation technique et de sécurité, elle n'est pas reprise en amont d'une coupure d'un TGBT. C'est-à-dire que si je fais la coupure de l'établissement ou si demain j'ai un feu et que j'ai plus de courant, je ne peux plus lever les volets si je n'ai pas mis un système manuel en doublure. C'est pour ça qu'il est exigé. En fait, là aussi, ça répond à une notion de bon sens. J'ai des volets qui marchent électriquement, c'est super, mais comment je fais le jour où j'ai plus d'électricité ? Il me faut bien donc en doublure une commande manuelle. C'est ce qu'on trouve aussi pour tous les portails. Tout ce qui fonctionne aujourd'hui à l'électrique. Est-ce qu'éventuellement il y a d'autres questions ? Oui. Alors après, voilà, chaque département, comme je l'ai dit dès le départ, est organisé comme il le souhaite, mais effectivement, la plupart des préfectures ont un regard particulier sur leurs établissements sous avis défavorable, et c'est normal. Effectivement, déjà pour pouvoir les suivre, et puis connaître un peu le pourcentage de RP qu'on a qui tourne quand même sous AD. Donc effectivement, je pense que c'est pas propre uniquement à la Haute-Normandie. Pour avoir fait une réunion hier en préfecture du 92, même sur le département des Hauts-de-Seine, et Dieu sait si c'est un département urbain, ils connaissent exactement le nombre d'établissements, enfin de RP sous avis défavorable, et ils les suivent, oui, complètement. Ils sont destinataires des avis défavorables de tout le département.
Et du coup, en fait, elle nous transmet l'ensemble des avis défavorables. Et aussi, du coup, on a fait un point sur tout ce qui est PPMS, exercice d'évacuation. Et une demande complémentaire qu'ils nous font maintenant, c'est de mettre en ligne aussi les plans de situation de l'établissement pour les interventions en cas d'attaque terroriste ou de choses comme ça. Et donc, du coup, la DSDN me transmet, en tant que responsable immobilier, l'ensemble de la liste des établissements qui ont fait ou pas. D'autres questions ou commentaires? Alors on arrive... Je vais juste rajouter que dans la préparation de la visite de la commission, on sait recevoir, donc si on peut prévoir un petit café et quelques viennoiseries pour avant ou pour après, quelle que soit l'issue de la commission de sécurité, on fait tous de notre mieux. Donc vous l'avez dit, aussi des erreurs, mais ça n'empêche pas de partager un bon moment après. Il faut dédramatiser. Je pense que peut-être pour alors les nouveaux chefs d'établissement, une première commission de visite de commission de sécurité, ça peut paraître voilà, impressionnant et on peut avoir quelques craintes. Mais moi, sur le Finistère, effectivement, je transmets toujours l'idée qu'on est dans un échange le jour où on a la visite. Bien sûr, il y a des installations à maintenir en état tout au long de l'année. Il y a un registre à tenir à jour. Voilà, à partir du moment où on applique toutes ces règles, le jour où on a la visite du groupe de la commission, on est là aussi pour échanger. Et si on a, entre guillemets, mal fait des choses, on espère toujours avoir quelqu'un en face de nous pour communiquer et mettre en place après les bonnes pratiques si on a mal fait des choses. Donc, sans doute qu'au début, les premières visites sont un peu plus impressionnantes parce qu'on dramatise et on était là aussi pour un peu dédramatiser ce genre de visite. Et je crois que c'est un peu l'intérêt de votre quelques visite. Points là-dessus, d'ailleurs, sur oui. les slides suivants. Juste vous aurez ça après à disposition. Hein. Des petits conseils. Alors, vous l'avez très bien évoqué, l'accueil. Alors, on ne demande pas un banquet, loin de là. C'est pas le but du jeu. Je veux dire, par là, quand bien même on aurait les plus belles viennoiseries, si l'établissement il est pas bon, il sera pas bon à la fin. On aura juste mangé les viennoiseries. Voilà. Mais ceci dit, déjà, ça fait toujours plaisir. Ouais. Voilà. Ça, comme on dit, ça gâche rien à la beauté de l'ensemble. Préparer une salle, c'est tout bête, mais quand on arrive, où est-ce qu'on se réunit et qu'on nous dit je sais pas, pourquoi il vous fallait quoi, on se dit ça part bien là. Il vous faut le registre. Tant qu'à faire, si vous l'avez, ça peut éventuellement nous intéresser. Donc voilà, préparer une salle, la documentation, et éventuellement le petit café et les viennoiseries, bien que personnellement je suis plus café que viennoiserie, mais il en faut pour tout le monde. Voilà, ça c'est la première des choses. Et après, vous verrez, j'ai listé... Alors ça c'est important, permettre à la commission d'accéder à tous les locaux. Il n'y a rien de plus pénible quand on fait la visite d'un établissement qu'à chaque fois qu'on veut y ouvrir une porte, on dit j'ai pas la clé. Parce que voilà, au début il y a un pass, mais dans les établissements plus anciens, il y a autant de clés qu'il y a de serrures. Non, mais c'est pas moi qui l'ai, c'est le concierge. Quand c'est pas le concierge, c'est le gardien. Quand c'est, on s'en sort pas. Donc faites en sorte que soit tous les locaux soient ouverts ce jour-là, c'est encore plus simple. Soit d'avoir toutes les clés à disposition, ce qui évite une perte de temps incroyable. Des choses toutes bêtes, faites en sorte que le jour où on se déplace, il n'y ait plus de stockage partout, quoi. Alors après, on n'est pas dupe. On sait très bien que la veille et le lendemain, c'est pas comme ça. Non, faut pas donner l'idée, c'est pour ça. On sait que le bâtiment, il vit, que les gens, ils n'ont pas que ça à penser, et on n'est pas complètement dans notre monde. Mais au moins, le jour J, il faut faire l'effort d'eux. D'accord ? Donc voilà, tout le stockage qui traîne. Je parle aussi, il y a peut-être des écoles maternelles, je ne sais pas. Oui. Les rois de la décoration. Faut... Tranquille sur la déco. Il en faut, c'est ce que je dis souvent. On n'est pas dans une maison de retraite, il faut que ça vive. Les enfants, ils ont besoin de voir ce qu'ils créent, c'est normal. Mais il y a des fois, on rentre dans des écoles. Alors quand elles sont plaquées au mur, encore ça va, mais alors toute la déco suspendue, vous n'avez pas idée en termes de propagation de l'incendie. Mais prenez une feuille, vous l'allumez, elle va vous brûler les doigts en 2 secondes. La même feuille, vous la collez au mur, vous n'arriverez pas à lui faire prendre feu. C'est ce qu'on appelle la disposition de la matière. Donc tout ce qui est suspendu, je dis
On devrait dire interdire ou proscrire, mais je ne le fais pas parce que je sais très bien que ce n'est pas possible. On dit limiter au strict minimum pédagogique. Ça, c'est subjectif. Mais c'est dit. Je sais pas, après, il y avait peut-être d'autres points. Moi, c'était les fermes-portes qui m'embêtaient parce que ça donnait des idées aussi. Donc, hier, vous aviez effectivement dit d'enlever les cales des portes coupe-feu. Et on lutte pas tous les jours, mais c'est vrai qu'on n'arrête pas de dire non, n'en mettez pas, n'en mettez pas. Donc, je voulais pas que ça reste écrit. Voilà, donc, mais bon, vous voyez les traces sûrement, c'est pour ça. Non, mais les portes avec ferme. Alors, c'est aussi pour ça que dans les écoles, alors je parle des établissements déjà un peu conséquents où on a un équipement d'alarme à minima de type 3, on a souvent les portes qui sont maintenues en position ouverte. Voilà, donc déjà, ça évite de la caler. Quand elles sont en position ouverte, normalement, personne ne rajoute une cale en plus. Là où ça pose plus problème, c'est les portes qui sont fermées, qui ont un rôle coupe-feu et qu'on doit manipuler plusieurs fois par jour, entrer-sortir, notamment avec des chariots, je pense là beaucoup aux cuisines, où effectivement on retrouve ce système de cale, parce qu'il n'y a pas d'asservissement. Mais voilà, le jour de la commission, c'est des choses qu'on retrouve beaucoup, des fermes-portes ou des sélecteurs de portes qui ne fonctionnent pas, la présence de cales. Alors, en plus, souvent, c'est des cales carrément qu'on achète, quoi. C'est même pas le bout de bois, c'est des cales en plastique hein, qu'on coûtait de l'argent et tout. Enfin, puis on les retrouve. Voilà, c'est des choses toutes bêtes, mais le jour J, voilà. Parce que dites-vous bien que chaque type de RP, on y retrouve un peu les mêmes problématiques. Il n'y a rien qui ressemble plus à un hôtel qu'un autre hôtel. Il n'y a rien qui ressemble plus à un collège qu'un autre collège. Donc bien souvent, c'est les mêmes problématiques qui reviennent. Voilà, les portes d'intercommunication des salles de classe. Alors vous me direz, c'est pas facile quand on a plus de 30 élèves dans une salle, plus le bureau du professeur. Mais voilà, il faut toujours s'assurer que la deuxième porte soit utilisable, disponible. Sinon, elle ne compte pas et on revient à 19. Voilà, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, là, c'est de la martothérapie. Il faut dire, répéter, re-répéter. Du coup, on passe pour le méchant, mais il y a comme ça que ça marche. Non, mais c'est bien de l'entendre de votre part aussi. Et ensuite, on parlait de stockage, mais c'est vrai que c'est redoutable dans nos petites structures qui étaient des anciennes maisons, où il y avait parfois des anciens appartements. On a rénové tout le rez-de-chaussée, tout va bien, et au-dessus, c'est des kilos de papier, de vieux matelas, de choses qui peuvent brûler. Donc c'est vrai que s'il y a un nouveau chef d'établissement, le premier travail, c'est de commander une benne à ordures, de tout jeter, de tout vider. Et c'est déjà un souci. Matériel de kermesse, oui, il y a 20 ans, on ne sait jamais qui pourrait servir. C'est ça, ça peut servir. Et puis les déguisements, c'est vrai. Ça, alors pardonnez-moi mesdames, mais les enseignantes de maternelle qui récupèrent à peu près tout ce qui existe en récupérable Pourquoi et qui le stockent, dames parce qu'elles sont essentiellement en maternelle. Voilà, là aussi, il y a beaucoup de choses qui sont dans les classes. Et il y a aussi un autre phénomène, c'est l'achat, alors qui n'est pas compulsif, mais qui est assez régulier, de matériel qui n'est pas forcément adapté. On va acheter chez Ikea, parce que c'est sympa, un meuble pour stocker, on le met dans la classe. On va acheter des coussins qui sont pas, ou des rideaux voilà, qui ne sont pas classés, c'est M1 je crois, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc ça aussi, c'est un vrai travail pédagogique et puis de surveillance régulière dans nos classes. Donc on en revient à la sensibilisation aussi, et l'information. Ouais. Je vais juste prendre une dernière question et on passera à la prochaine table ronde. Oui, ce n'est pas une... Jean Audisson de la Guadeloupe. J'ai une expérience dans les commissions de sécurité. J'étais pendant longtemps chargé de la sécurité de ma ville avec une délégation du maire. Je préconisais toujours de faire une prévisite. Et là, on avait un très bon partenariat avec le DISC de notre région. On passait d'abord faire une prévisite et là, on relevait déjà les anomalies et le chef d'établissement ou le directeur d'une entreprise déjà savait ce qui n'allait pas et se mettait en conformité le jour de la commission de sécurité. Et dans nos établissements, je suis président d'OGEC aussi, dans les établissements, nous avons fait une formation avec justement les pompiers qui sont venus les pompiers sont venus dans l'établissement. On a fait une formation avec le personnel enseignant, le personnel non enseignant sur la sécurité, les procédures d'évacuation
Et cela marche très, 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 très bien. Ce sont toutes ces prévisions que nous pouvons faire à l'avance, surtout la visite la prévisite, et ça enlève la trouille chez le directeur, chez le chef d'établissement, puisqu'on a vu en amont tout ce qui n'allait pas. Je vous remercie du témoignage. Donc, je vais... Merci. Voilà. Je vais inviter du coup les deux... Ah, les petits... La réglementation. Voilà. Pour faire simple, cet ouvrage-là, qui est ce qu'on appelle les dispositions générales. À votre micro. Ça, c'est les dispositions générales de l'arrêté du 25 juin 80. À connaître par cœur. Bien entendu. Donc, dans cet ouvrage, vous trouverez toutes les dispositions générales pour tous les établissements du premier groupe, les catégories 1, 2, 3 et 4. Plus une toute petite partie, ce qu'on appelle les articles GEDN qui sont au début, qui touchent aussi les 5e 4. Mais pour faire simple, ça, c'est la partie générale pour tout le premier groupe. Si avec ça, ce serait trop simple. Du coup, on a fait des dispositions spécifiques à chaque type qui se rajoutent à ça, qu'on trouve dans cet ouvrage-là, dans lequel vous avez tous les types ici, de type J jusqu'à Y, où on trouve le type R. Donc si vous êtes responsable d'un établissement de type R du premier groupe, donc catégorie 1, 2, 3, 4, de 301 à plus de 1500, tout se trouve dans ces deux ouvrages, ou quasiment. À l'inverse, si vous êtes dans un petit établissement avec un effectif en dessous du seuil d'assujettissement, moins de 300 élèves, répondants, etc., etc., vous n'êtes plus redevable que de celui-ci. Ça, c'est le deuxième groupe. Les 5e catégories, pour qui, forcément, on impose beaucoup moins de choses, quoi. C'est logique. Je pense sur les J-France, moi, il y a un petit moment que je les ai. Après, vous pouvez, dans des bonnes librairies, en ligne, oui, en librairie, vous les trouvez ou vous les commandent. Oui, il y a pas Vous de... tapez arrêté du 25 juin 80 sur un moteur de recherche et vous allez pouvoir... Sachant qu'il y a deux versions, on en parlait tout à l'heure, commentée et non commentée. Voilà. La version bleue, elle est commentée, c'est-à-dire qu'au-delà du texte de loi, de temps en temps, il y a un petit commentaire qui éclaircit le texte. Ça a un avantage, ça améliore la compréhension. Par contre, on ne peut pas se servir de cette explication pour l'imposer. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, vous avez la version qui est rouge, qui est brute de fonderie, où il n'y a que le texte de loi sans aucun commentaire. Voilà. Donc, je vais remercier nos intervenants et inviter les suivants à venir. Merci Major Rod, merci Franck Ettel.